convaincu de tout ça parce qu'on fait déjà des essais, mais en revanche, sur des couverts hauts à 1,80 m, bah, on a cette problématique arrivée au printemps entre baisser les fils, donc ça c'est possible parce qu'on peut attendre quand même pas mal. Euh, on a la problématique gel, bon bah vous avez l'air d'essayer d'y répondre. Et en revanche, la grosse problématique qui reste, c'est les bourgeonnages. Les bourgeonnages, quand on a les deux rangs qui sont complètement envahis d'engrais verts, et ben on peut pas venir dans les vignes quoi. Tailler, c'est pas grave parce que c'est pas encore assez poussé. Et au final, un engrais qui est pas poussé, si on le patasse, il pousse quand même. Il va finir par pousser. Mais alors les bourgeonnages, nous on est emmerdés avec ça. Et c'est le dernier. C'est le dernier point auquel c'est pour ça qu'on fait qu'un rang sur deux pour l'instant. Et un rang sur deux, bah du coup, vous avez l'air de dire qu'on va avoir des gelées de printemps. Alors, ah, euh, oui, il y a plusieurs points à soulever. En fait, c'est le semis. On cherche aujourd'hui à caler la date du semis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fourchette qui se situe entre le 15, enfin, on va dire fin juillet et fin septembre pour ce semis-là. Le semer trop tôt, ça pourrait avoir des incidences sur le passage, si tant est qu'on ait un hiver rigoureux. Par contre, le semer trop tard, on décale justement cette épiaison au printemps qui est nécessaire. Vous voyez, il y a une fenêtre de tir de 15 jours à 3 semaines à caler selon les saisons, donc il faut qu'on se réapproprie notre sensibilité de bon sens paysan en fonction de la saison, en fonction de notre sol, de d'autres paramètres. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les seins de glace, 11, 12, 13 mai, on évite, si tenté, de bourgeonner avant. Normalement, on devrait plutôt raisonner dans ce sens. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir coucher le semis à mi-mai, vraiment à mi-mai, et puis d'obtenir après la faisabilité de faire notre ébourgeonnage correctement demain. Alors ça déplace beaucoup de curseurs. Est-ce que je vais avoir suffisamment de temps d'ébourgeonner dans un laps de temps de plus en plus court ? Est-ce que je suis capable de remettre des moyens supplémentaires, d'avoir une personne ou deux en plus pendant ce laps de temps très spécifique ? Est-ce que la plus-value entre plus de gel, enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec toute l'équipe, c'est de caler et de réajuster nos curseurs pour être le plus près possible d'une des vérités. D'ailleurs, c'est que ma vérité, c'est notre vérité, et elle évoluera constamment, mais avec vous tous. Et pour répondre au fil de pied, c'est très spécifique à la Champagne, entre guillemets, par rapport à cette vigne étroite. Mais ce que l'on a fait dans la plupart des parcelles, quand on est dans cet été-là, et c'est là, c'est qu'on a des supports de fil qui sont positionnés juste au niveau du fil lieur. Donc on est déjà à 50 cm, à 40 à 50 cm de pose de fil au-dessus donc, du sol. Donc quand on couche le couvert, il n'y a plus du tout d'avoir de fil pris sous ce couvert, de relever tout ça, il ne traîne plus au sol. Donc ce sont des étapes de transition. Mais ce qui est important, c'est que vous devez écrire votre projet et d'identifier tous les points noirs. En fait, c'est à plusieurs, on soulève beaucoup de choses pour lesquelles on n'en aurait pas seul pensé. C'est-à-dire que quand on s'associe à tous ensemble, on évoque tous ces différents points. Et ces différents points se cumulent au fur et à mesure des essais que l'on met en pratique les années suivantes. On fait des brainstorming, on se réunit de nouveau et on évoque tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Et on avance comme ça. Je dis que c'est pas simple, mais c'est tout à fait nouveau. Et les bourgeonnages en fait partie, on l'a soulevé également, les fils de pied. On a ces problèmes de gelée aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on a sélectionné chez la plupart des viticulteurs, il y en a une quinzaine, qui ont semé dans leur zone gélive, systématique quasiment. Ils ont gelé 7 fois en 10 ans, ces dernières décades. Donc là, ça va vraiment nous donner un indicateur, et pas un seul. Sur 15 personnes, si le semis va jusqu'au bout et qu'ils n'ont pas cette pression à le rouler avant, on pourra avoir des résultats... Enfin, j'ai pas envie qu'il gèle, bien entendu, mais s'il devait geler, on aura au moins ces résultats. Voilà. Merci. Alors, pour les apports de chélates, c'était la question. J'ai plus besoin de mettre de chélate quand on est reparti sur un sol semi d'engrais vert. Vous allez le voir si vous commencez à vous familiariser avec cette approche-là. Les symptômes de carence ferrique, de chlorose, s'estompent progressivement. Sur le domaine de la malmaison, on est à 0 chélate et on est passé d'un 100% travail du sol à 60-70%, avec des semis d'engrais verts depuis 2011 à aujourd'hui. Le seul semis qu'on a fait aujourd'hui agroforestier était l'année dernière. Mais au préalable, on était sur 2 ans de suite 100% légumineuses, donc trèfle et puis de la vesse. Et au fur et à mesure, on a intégré des céréales dedans et des crucifères.
Et on a vu progressivement la réduction des zones chlorosées. Et aujourd'hui, donc, depuis longtemps, on est sans chélates. Alors, je ne sais pas si ça, c'est une des réponses, mais en tout cas, par l'approche de sols plus fonctionnels, qui minéralisent plus, avec du vivant, on obtient une autre structure de sol et une autre forme de fonctionnement. Tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, parce que ça va rester des problèmes. En plus, vous êtes dans du calcaire, donc tout de suite soumis à des carences induites au niveau du sol par le blocage. Alors, dans les sols à pH élevé, calcaire notamment, vous avez un phénomène très simple. Dès qu'il sèche, vous supprimez l'absorption minérale par les racines. C'est aussi simple que ça. Donc, votre sol, il est réactif à la sécheresse ou à la pluie, mais très vite, puisqu'on l'a vu sur le thermomètre, il y a 10 degrés d'écart entre un sol couvert et un sol plutôt nu. Donc, ces 10 degrés-là, ils vous font perdre très vite de l'eau et un état de stress immédiat à la plante. Donc, on voit aussi qu'on aura un très gros travail à faire sur les systèmes racinaires eux-mêmes, puisque les légumineuses vont acidifier et libérer les éléments. Et donc, à partir du moment où tu as un sol qui fonctionne biologiquement, tu mets ton fer sous une forme bactérienne que la racine peut gober, peu importe le climat, à condition que ça ne sèche pas et que ça ne chauffe pas trop. L'optimum de la biologie, c'est 25%, enfin 25 degrés max. Okay, donc, quand vous êtes à 28, vous mettez en danger l'absorption minérale des plantes. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, on a zéro repère autour de la biologie. En fait, jusqu'à présent, on a fait du sol un support et on amène le NPK, que ce soit bio ou pas, on fonctionne tous pareil. Alors, on le met chimique ou organique, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, personne n'a ces connaissances autour des fonctions biologiques au niveau des racines, au niveau des sols, etc. Donc, ce qu'on constate, par contre, c'est que systématiquement, quand vous mettez la biologie en route, vous baissez les pH, parce que la biologie fonctionne à des pH à 7 et en dessous, et vous solubilisez beaucoup mieux tous les éléments minéraux. Mais là aussi, c'est toujours pareil, c'est le cycle d'amorce qui est le plus compliqué, parce qu'au début, tu n'as rien de tout ça. Donc, la fertilisation, l'apport de chélate et autres, c'est important au début, et à la fin, on commence à dire, hop, ça, c'est bon, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin. Et toi, ton problème, après, il n'est plus que l'équilibre. C'est-à-dire que tu as une exportation réelle de minéraux de ta vigne. Et donc, c'est cela qu'il faudrait ramener réellement. Est-ce qu'on a une autre question ? Ah oui. Oui, Franck Mazy. Oh, je pense qu'on s'est tous régalés ce matin. J'ai une ou deux interrogations, Jérôme, sur ton essai à Pouillon. Je ne sais même plus ce que je voulais dire déjà, moi. À force d'écouter, je ne sais plus. Je suis en train de chercher. Là que j'ai... Bon, j'ai autre chose. Ah si, c'est ça, voilà. Bon. J'ai vu une diapo sur les différentes analyses au niveau du sol. Il m'a semblé, où tu as passé très vite, j'ai rien vu sur le végétal, sur la vigne. Ce qui aurait été bien, c'est, je sais pas, tout le long de la saison, suivre soit avant en hiver avec un physiocap, ou tout le long de l'année avec un N-tester, un green seeker. Parce que jusqu'à présent, on a parlé du sol. Moi, je suis super convaincu, ça ne me pose pas de problème. Sauf que j'aurais voulu qu'on revienne quand même sur notre culture, qui est la vigne et le comportement de la physiologie de la vigne. Donc, j'ai pas l'impression que vous avez fait dans ces essais-là des analyses ou des études un peu approfondies du comportement de la vigne. Bon, tu vois, celle-là, tu l'avais passée assez rapidement, quoi. Donc, ça me semble important. Alors, c'est simplement noté ou elles ont été faites, toutes ces mesures ? Bonjour Franck. Bonjour Jérôme. En fait, l'année dernière, ça s'est un petit peu bousculé entre les formations, trouver les viticulteurs. Enfin bref, toute cette mise en place a été vraiment très intense. Et il fallait faire l'essentiel qui était le semis. On tirera les conclusions, l'évolution après. Et c'est la deuxième étape, c'est-à-dire que cette année, on s'est associé, donc Arbres et Paysages en Champagne, avec la Chambre d'agriculture de la Marne pour monter un GI2E émergence pour lesquels des travaux de suivi très précis vont être menés, notamment ce que tu es en train de lire sous tes yeux en ce moment.
Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, ça revient à la limite aussi avec l'intervention de Conrad concernant une espèce, là, elles sont détruites au mois d'avril, voire au mois de mai, enfin plutôt au mois de mai. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une espèce qu'on va détruire même encore un peu plus tôt, au mois de mars, fin mars? Je pose cette question, j'ouvre une parenthèse. On fait 10 à 12 000 mesures de N-tester par an chez nous, depuis 14 ans. On a une certaine vision de voir comment se comporte la vigne sur des enherbements ou pas d'enherbement. Le N-tester nous a expliqué un certain nombre de choses. Et on voit, tu l'as dit tout à l'heure, la vigne, elle débourre et elle va pousser jusqu'à quasiment la fleur sur ses réserves. Il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, elle a autre chose qu'elle fait, c'est qu'elle recrée son nouveau système racinaire, son chevelu racinaire. Et nous, systématiquement, on a pu le voir 2014, 2015, printemps sec, 2016, printemps les pieds dans l'eau. Sur donc des éléments extérieurs en dehors de l'homme, dès l'instant qu'on a un effet extérieur, soit de la sécheresse, soit les pieds dans l'eau, on a ce système racinaire au démarrage qui ne se développe pas. Et nous, on le voit tout le long de l'année, la vigne, elle souffre. Et si, on l'a vu aussi, dans des comportements d'avoir une trop grosse concurrence de l'herbe au moment du débourrement et pendant la période, tout le mois de mai, où elle est en train de reconstruire son nouveau chevelu racinaire, on est à nouveau sanctionné. Donc moi, je veux bien tout ça, mais je voudrais, aidez-moi, je veux bien aller avec vous, mais je veux détruire plus tôt que ce que vous me le détruisiez là. Alors, je vais te répondre très rapidement et je pense que peut-être que Conrad pourra rebondir. Et je n'irai pas à la réponse de ta question. Je vais aller dans le sens qui pourra peut-être te donner une réponse. L'objectif, c'est de redonner vie au sol. Et le sol doit repartir avec des fondamentaux. Et pour tout cela, on l'a bien dit, jusqu'à la fin, l'essence de tout cela, c'est la constitution de l'humus. Donc, détruire, en fait, il faut partir d'un postulat. C'est je ramène plus de carbone, donc plus d'humus à mon sol, pour redrainer, renourrir un peu plus le sol. Avoir une éponge qui permet de retenir plus d'eau dans le sol, etc. Donc, il faut trouver vraiment un compromis au départ. Il faut partir sur ce postulat, je crée de la paille qui, elle, va minéraliser, qui va faire de l'humus. Et plus j'ai de sol riche en humus, plus j'ai cette capacité à retenir des éléments, à freiner, à filtrer l'eau, à retenir l'eau. Et c'est ça l'objectif. Et plus mon sol sera vivant et riche en humus, plus mon système racinaire sera développé et se développera en fait. J'oublie sûrement d'autres choses, mais il faut qu'on démarre à un moment ou à un autre. Et comme le disait Conrad, c'est le début qui va donner naissance à d'autres pistes derrière. C'est cette vie qui va s'instruire. Alors, on n'est pas parti du tout dans ce registre de trouver des plantes qui se détruisent avant, et il doit sûrement en exister, mais dans quel intérêt? Moi, ma réponse, mon objectif a été clair. Produire le maximum de paille le plus rapidement possible avant le cycle végétatif de la vigne, pour produire de l'humus. Donc là, mon objectif est fiable. Après, je vais voir s'il est vraiment viable à long terme, et s'il n'y a pas d'autres curseurs que je devrais intégrer. En tout cas, aujourd'hui, c'est la réponse fondamentale à ma question, hein, c'est ce couvert. Il répond quasiment parfaitement à cet objectif. Oui, puis je vais rebondir un peu. En fait, la question que tu poses, c'est une question conventionnelle. Hein, voilà. Et en fait, on va mettre cette vigne en concurrence avec d'autres végétaux. Ça, il faut vraiment l'accepter, c'est quelque chose qui va se produire. Et systématiquement, l'amélioration de l'état biologique et humique des sols entraîne une amélioration des systèmes racinaires. Donc, globalement, ton N-tester, il est nécessaire au début pour prendre les repères, parce qu'on a la vieille technologie comme repère, et tu te rendras très vite compte que c'est un outil qui sert strictement à rien. Hein, parce que ça nous est déjà arrivé. Non, mais je provoque un peu volontairement, mais ça nous est déjà arrivé. Le débat, c'est que la biologie, elle a un autre rythme, réellement. Et on s'est posé la question, quel est le bon rythme de la biologie et des systèmes racinaires? Et quand les sols se mettent en bon état, vous développez les systèmes racinaires, vous allez les multiplier par 2, par 3, de la mycorhisation qui va s'améliorer, qui va augmenter.
Et je me rends compte que, bon, dans les formations, on en a fait sur l'azote pour les céréaliers. Je fais la guerre, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, à l'ammonitrate. Parce qu'il n'y a rien de pire dans un système biologique que les nitrates. D'accord ? Alors pourquoi c'est un problème ? Donc cet engrais qui est problématique à cause de son oxygène et sa violence de réaction, en fait, il induit des systèmes racinaires très feignants au final. Alors que si vous mettez de l'urée, c'est beaucoup mieux, on la met beaucoup plus tôt, avec l'humidité, ça imprègne la totalité du profil, et tu vas avoir de l'urée jusqu'à 50 cm de profondeur. Voilà. Et la racine, elle est obligée de prospecter le sol pour aller chercher tout ça. Et la première forme qu'elle récupère, c'est de l'ammonium. Et avec un N-testeur, ça ne marche pas. Ou ça ne marche pas bien. Hein ? Et donc là, tu dis, c'est bizarre, on ne mesure pas grand-chose, et puis pourtant, les plantes n'ont pas l'air pire que ça. Et donc, elles marchent beaucoup mieux sur leur rythme physiologique que sur le rythme de la fertilisation. Et donc ça, c'est assez nouveau, on ne sait pas trop comment manier. Donc au début, on garde ces outils parce qu'on a nos vieux repères. Et petit à petit, on se rend compte que l'analyse pétiolaire et foliaire sera bien plus performante que le N-tester. Donc voilà, donc on fait bouger un petit peu les curseurs. Et c'est là que les expérimentations aux acides aminés nous ont donné beaucoup de réponses déjà. C'est-à-dire, j'en ai fait en vigne cette année, dans le sud où elles sont en train de griller en pleine canicule. Eh bien, avec les acides aminés, on a sauvé les vignes, que le témoin, il est crevé. Donc, tu dis, il y a un problème, c'est quoi un acide aminé? Pourquoi la vigne, elle y va? Pourquoi elle se sauve? Pourquoi elle a un mou, un raisin qui est correctement structuré, avec un truc qui est absolument pas dans le radar du développement technique et industriel ou autre? Et là, tu dis, bon, ok, il y a un autre truc, la vigne, elle sait se nourrir différemment qu'avec de l'engrais type nitrate. Et c'est ça le grand truc qui va nous perturber beaucoup. Et toi, tu dois développer un système racinaire. C'est le premier job. Et donc, des plantes à détruire tôt pour t'aider à progresser, c'est pas très compliqué. Ça s'appelle une févrole. Je sème une févrole de printemps à l'automne et elle pourrait être déjà très grande, mais ça s'appelle un radis fourragé, ça s'appelle une moutarde, parce que ça pourrait être quasiment en paille au mois de décembre. Donc facile à détruire, et tu vas rajouter un trèfle de Micheli que tu peux détruire très facilement très tôt. Il sera moins développé, mais les autres plantes auront fait le job. D'accord ? Et donc on a plein de combines pour t'aider à progresser assez facilement aujourd'hui. Donc ça, ce sont les questions légitimes du travail quand on démarre. C'est normal que vous les posiez. Vous découvrez un nouveau métier, on va semer des couverts pour... Dans une dizaine d'années, quand vous aurez appris le végétal, vous ferez comme la question de tout à l'heure, c'est-à-dire vous ne sèmerez même plus, vous aurez appris à semer, à gérer les végétaux. Donc regardez, de la phase de destruction et de la lutte, je deviens un spécialiste de mes végétaux. Le pas énorme de connaissances et de savoir que vous aurez emmagasiné. Je n'aurai plus peur des plantes. Vous imaginez? Mais ça, c'est le paradis. Moi, qui ai vraiment une dernière question très rapide, parce qu'on va conclure la matinée, leur tourne. Ouais. Oui, c'est une vraie problématique de pouvoir réaliser, si on extrapolait ce système sur l'ensemble de son exploitation, est-ce qu'on arriverait à faire tous les travaux nécessaires? Donc, il faut expérimenter. Aujourd'hui, on a voulu démarrer sur la taille, de couper les sarments en petits morceaux de 10 cm, 10-15 cm. On peut aller jusqu'à 20 cm, selon le choix culturel derrière, herbicide ou travail du sol. Mais en général, il y a cette problématique de pouvoir tailler la vigne avant vraiment... pour moi, c'est tailler lié avant fin mars, absolument. Oui. Avec le seigle, avec le broyage, après j'allais dire le broyage avec le seigle ne pose... tu vas avoir un décalage ça pose pas de problème.
En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les végétaux repoussent malgré qu'ils soient broyés. C'est-à-dire que le seigle, jusqu'à aller faire mars, il reste encore petit, il est à 20 cm. Donc il n'y a aucun problème pour passer un broyeur dedans. Il va repousser. Par contre, on le retarde un peu dans sa phase où il va aller en épi. Mais tu n'es pas obligé de le raser au ras du sol comme on faisait avant. C'est-à-dire que tu peux le broyer à 10 cm d'eau, parce que ton broyeur, il aspire les sarments malgré tout. Donc on peut finalement très peu l'abîmer, ça ne lui pose aucun problème, il repartira. Et allez, n'ayez pas peur de la taille, hein, c'est clair. Pour les bourgeonnages, on ne sait pas, là les questions elles se posent, vous êtes des spécialistes de la vigne, moi je ne suis pas, je suis plutôt un agronome. Mais en fait, ce que je vois dans les vergers où on a déjà, j'ai une dizaine d'années de recul chez les arboriculteurs, on s'est rendu compte que la croissance des arbres est beaucoup, beaucoup plus harmonieuse et équilibrée. D'accord ? Donc il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y a peut-être moins d'ébourgeonnage à faire demain, et peut-être que cette fleur, elle aura très peu de problèmes dans son développement. Et pour rebondir à ce que dit à l'instant Conrad, il y a Marceau Bourdarias, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui fait vraiment une taille douce. Et la taille douce de la vigne, elle s'accompagne de la taille bois de taille jusqu'au palissage. Et il nous explique tout ce que vient de dire justement Conrad, que l'ébourgeonnage bien sélectionné n'est plus notre ébourgeonnage que l'on voyait. En fait, une nouvelle forme, il respecte vraiment la physiologie de la vigne. Et il va jusqu'à dire que la vigne ne se rogne plus du tout, pour laisser pousser beaucoup de racines. C'est simplement voilà, d'ouvrir nos horizons et d'être plus curieux, et de prendre ce qui nous intéresse, bien sûr. Une dernière question, peut-être, non ? Ouais, dernière. Il n'y avait pas une question au coin là-bas ? Non ? Bon. Bon, mais on va conclure cette matinée avant d'aller déjeuner. Donc, je suppose que vous êtes un peu dans le même état d'esprit que nous après les présentations qu'on a eues ce matin. Hein. La solution au zéro herbicide ne sera sûrement pas le retour au travail du sol intégral, une technique qui était utilisée il y a 60 ans. Mais je pense qu'on aura plutôt notre salut à imaginer un nouveau modèle de production, surtout à prendre en compte les objectifs de production, les objectifs de rendement qu'on a tous sur nos exploitations. Voilà, parce qu'il faut que nos exploitations soient économiquement, je dirais, viables pour pouvoir assumer ces évolutions que nous impose le climat, la société et tout ce qui va. Donc en parlant d'adaptation, qui est un phénomène aussi naturel, qu'on retrouve partout dans la nature nature sait très bien le faire, au groupe des jeunes, on pense que la Champagne doit aussi copier ce modèle et pouvoir s'adapter aux évolutions. Donc on entend par là que le dossier des vignes semi-larges va être remis sur la table cet hiver. Et le groupe des jeunes sera derrière ce dossier. Voilà, c'était un consensus qui est partagé par le conseil d'administration. Donc on demandera une ouverture des densités de plantation de 5 000 pieds hectares jusqu'à 15 000 pieds hectares. Alors 15 000, vous allez vous dire pourquoi. Pourquoi 15 000 ? Parce que toujours dans ce souci d'adaptation, je pense qu'on a des endroits quand même dans le vignoble qui sont sinistrés, des terroirs sinistrés, notamment au Cournoué, je pense. Et on peut voir que la solution d'augmenter la densité de plantation permettent de garder des rendements agronomiques et économiques intéressants sur ces parcelles. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein de ce côté-là. Et aussi, je pense qu'il faut aussi pouvoir laisser la possibilité à chacun d'entreprendre sur son exploitation. Il y a aussi une autre partie où on poussera, et la Champagne, à l'heure actuelle, n'est pas enfermée dans les vins de cépage comme peuvent l'être nos collègues alsaciens, qui, eux, font vraiment des vins de cépage. Donc on entend de ce côté-là le développement de nouveaux matériels végétal, donc du matériel qui est adapté au réchauffement climatique, aux contraintes sociétales qu'on peut avoir aussi bien envers toutes les maladies fongiques, la réduction des pesticides. Donc voilà, tout ça, ce sont des axes, je pense, que la Champagne doit prendre et doit travailler, et avec des techniques conjointes, comme on a pu le voir ce matin. On a pris un peu une grosse dose d'agronomie. En tant que Viti, on n'a pas trop l'habitude d'avoir ces grosses références d'agronomie et de se prendre tout ça dans la face. Donc voilà. Sinon, pour l'organisation du repas, donc pour les personnes qui ont pris la formule avec le déj, quand vous allez sortir, vous sortez sur la droite et vous donnez le petit ticket du plateau repas qu'on vous a mis ce matin quand vous êtes rentré. Et voilà, donc
Derrière, plateau repas, apéritif. Et on reprendra les travaux cet après-midi à 14 h pétante, parce qu'on a un impératif horaire par rapport à notre premier intervenant. Voilà, donc bon appétit et à cet après-midi.